Bienvenue dans notre maison d'édition, l'IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. L'Ordre du Monde par Henry Kissinger lu par Julia Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. Sécurité, stratégie, violence after war. EXPLAININGINSTABILITY-IN-POSTCONFLICTSTATES, Michael J. Boyle s'est intéressé aux poussées de violence auxquelles font face certains États à peine sortis d'une expérience de lutte armée, menée sur tout ou partie de leur territoire, et ponctuée par la signature d'accords de paix formalisés et ce accent aigu S. Avec deux questions en tête. Quels facteurs déterminent la constitution de défis articulés visant à redéfinir les équilibres de force et les affectations de ressources? Que reflètent les variations d'intensité de la violence stratégique dans ces états post-conflit? La partie la plus stimulante de l'ouvrage est celle qui détaille le modèle explicatif mis au point par l'auteur. Celui-ci y distingue deux modalités de résurgence de la violence stratégique. D'une part, la voie directe, qui réplique le conflit initial et ses lignes de force, motivation, antagonisme, instrument. D'autre part, la voie indirecte, qui se nourrit de la fragmentation des factions en présence, et donne lieu à une prolifération de jeux de pouvoir partiellement déconnectés des enjeux d'antan, CO déterminés par des logiques organisationnelles et régionales, donc moins prévisibles. Ces deux voies ne sont pas exclusives, ce qui peut mener à des hécatombes persistantes. Comme en Irak entre 2003 et 2008. En complément, Boyle recourt à la notion de structure des opportunités pour déterminer ce qui favorise ou non le recours aux armes. 1. Vulnérabilité de tel ou tel groupement, ethnique, religieux, politique, de la société civile. 2. Flexibilité de l'appareil d'État face aux forces ascendantes. 3. Aptitude et disposition des intervenants extérieurs, occupants ou pacificateurs, à contenir les violences, offensives ou défensives. Vu sous un angle utilitaire, ce modèle fournit aux forces de maintien de l'ordre des clés pour anticiper les flambées de violence et identifier les systèmes d'enjeux sous-jacents qui déterminent leur point de fixation. Violence After War s'appuie sur une basette de données regroupant 52 exemples d'états post-conflit, couvrant la période 1989 à 2007. À partir de cet échantillon, Boyle n'a pas simplement élaboré une échelle des différents niveaux de violence stratégique, massive, éparpillée, occasionnelle, résiduelle. Il a aussi extrait 5 cas d'études, Bosnie, Rwanda, Kosovo, Timor oriental et Irak, qui lui ont servi à tester et affiner ses hypothèses. D'un abord pas toujours facile, vu le style conceptuellement chargé de l'auteur, ces tableaux ont le mérite de s'appuyer sur des enquêtes de terrain, qui confèrent à l'ensemble un minimum de densité sociologique. Les recommandations de fin d'ouvrage s'adressent prioritairement aux forces d'interposition extérieures. En substance, gare aux approximations et au simplisme des bureaucraties, civiles et militaires, pseudo-savantes, mal équipées pour appréhender les cultures allogènes, trop rigides et lentes pour décoder en temps réel les recompositions post-conflit. Tout en se défiant de leurs illusions narcissiques, mythe du grand réparateur de tort et fantasme du Deus ex machina, les instances médiatrices doivent affiner leurs analyses pour cerner avec précision les logiques organisationnelles et les dilemmes politiques auxquels font face les ex-belligérants, dès lors qu'ils rentrent dans une logique de démobilisation. Jérôme Marchand, Historical Experience. Burden or Bonus in Today's Wars, The British Army and the Bundeswehr in Afghanistan, la littérature sur l'adaptation militaire a connu un renouveau avec les conflits d'Irak et d'Afghanistan. Conçu comme un processus de changement organisationnel, doctrinaux et opérationnel en temps de guerre, l'adaptation a été analysée selon différentes échelles, institutions et unités sur le terrain, ou à partir de plusieurs variables, matérielles, culturelles, sociales, politiques. Éric Sangar s'intéresse ici au rôle de l'histoire dans ce processus. Amplement discuté accent aigu dans les cercles militaires, notamment anglo-saxons, la recherche d'enseignement par l'observation du passé demeure sous-théorisée. D'un côté domine une conception positiviste de l'histoire comme réservoir d'expériences dont il suffirait d'identifier les plus pertinentes. De l'autre,
se retrouve une vision critique insistant sur le danger des métaphores et analogies. Sangar s'interroge plutôt sur la manière dont les expériences sont analysées et diffusées dans les organisations militaires. Son approche pragmatique de l'usage de l'histoire voit cette dernière comme une source d'arguments rhétoriques permettant de débattre et d'évaluer les stratégies possibles. Dans cette optique, une organisation possédant un riche répertoire d'expériences sera plus capable de développer une stratégie fondée sur une compréhension correcte du présent. À condition qu'elle US6 a transformé cette expérience en enseignement nourrissant les débats et en une interprétation partagée du présent. Ainsi le passé joue-t-il un rôle essentiel dans la formulation des stratégies contemporaines, mais il n'est ni une structure déterminant les agents, ni le produit de leurs seules actions. L'expérience historique est une ressource qui doit être mobilisée et exploitée et qui peut l'être par d'autres organisations, selon les traditions de ces dernières. Tirer des enseignements du passé est primordial pour orienter l'action opérationnelle. L'auteur compare ainsi l'utilisation de l'histoire par la British Army et par la Bundeswehr, confrontée au conflit d'Afghanistan. La riche expérience en contre-insurrection de la première n'a pas produit d'adaptation initiale en Irak ou dans le Helmand. L'absence de débat sur les enseignements de la Malaisie et de l'Irlande du Nord, couplée à la croyance en un lien mécanique entre expérience et expertise, explique cette inertie. La perception d'un échec en Irak en 2007 a pourtant affecté la manière dont l'histoire était incorporée dans le processus d'adaptation. D'une part, les Britanniques ont effectué une analyse comparative de plusieurs cas historiques. D'autre part, le débat doctrinal a souligné la validité continue des principes de contre-insurrection définis par Robert Thomson après la Malaisie, tout en reconnaissant la singularité de chaque contexte opérationnel. Le cas de la Bundeswehr illustre la combinaison d'une absence d'expérience et de débats doctrinaux. Ainsi, le mandat dans la province de Kunduz est-il tout d'abord interprété à l'aune des opérations de l'armée allemande dans les Balkans. D'où une posture essentiellement réactive du fait de l'écart entre ce modèle et les dynamiques de violence en Afghanistan. L'escalade de ces dernières à partir de 2009 produit donc une réorientation vers le combat classique interarmes hérité de la guerre froide. L'ouvrage de Sangar apporte une ouverture bienvenue sur les mécanismes par lesquels l'histoire est incorporée dans la compréhension des contraintes opérationnelles. Son étude pourrait être utilement poursuivie en comparant les cas d'organisation articulant différemment répertoire d'expérience et propension aux débats doctrinaux. Stéphane Taillat. Knowing the ADVERSARY. Leader, Intelligence, and Assessment of Intention and International Relations, une petite phalange de spécialistes du renseignement étudie les mécanismes au travers desquels les États décodent les intentions à long terme de leurs adversaires. Des figures telles que Wesley Wark, Ernest May ou Raymond Gartoff ont signé dans ce domaine des travaux qui continuent à faire Renche. Mais les recherches n'ont pas forcément prêté attention aux indicateurs tangibles dont font usage les décideurs de haut niveau et les organismes de surveillance censés optimiser leurs choix. C'est là que l'ouvrage de Keren Yarimilo se montre précieux. Au lieu de se contenter de généralités éprouvées, l'auteur élabore un modèle interprétatif articulé thèse de l'attention sélective, en s'appuyant sur de très riches sources primaires, archives officielles, témoignages, et secondaires, ouvrages de Robert Jervis, John Mearsheimer, Philip Tetlock, Richard Royer, etc. Au cœur de ce modèle, se trouve l'idée selon laquelle les dirigeants politiques de premier plan forment une bonne part de leur jugement sur la base de cadres interprétatifs peu évolutifs, d'impressions saillantes glanées lors d'échanges en face à face, de mises à l'épreuve dramatisées faisant office de tests de crédibilité. De leur côté, les producteurs de rapports, opérant depuis les bureaux, subissent des logiques organisationnelles qui les incitent à privilégier des indicateurs nettement plus linéaires et formalistes, de type poids des effectifs militaires, taille et teneur offensive, défensive des arsenaux, doctrine d'emploi des forces armées, etc. N'utilisant pas les mêmes outils de décodage, ne parlant pas un langage commun, gérant différemment les incertitudes relationnelles et analytiques, les deux parties en présence auraient beaucoup de mal alors à synchroniser leurs évaluations et leurs projections. Ce qui handicaperait l'application, raisonnée, des politiques de dissuasion et de réassurance ciblant les puissances antagonistes. Pour tester ces hypothèses, Yarimilo a retenu 3 types de matériaux: les évaluations britanniques de l'entre-deux-guerres sur les projets du Troisième Reich, celles menées sous Jimmy Carter concernant l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, brejnevienne, celle du second mandat de Ronald Reagan sur les intentions de l'URSS gorbatchevienne. Dans chaque cas,
l'auteur isole des éléments convergents montrant que les leaders démocratiques directement impliqués ont négligé les analyses de leurs propres services de renseignement, pertinentes ou non. Pour ce qui est des implications de la recherche, l'auteur, qui a évolué dans la communauté du renseignement israélienne, suggère à demi-mot de ne pas survaloriser les estimations stratégiques produites par les forces armées et les organismes de renseignement militaires. Attention à ne pas leur accorder plus de poids qu'elles n'en méritent, conceptuellement et psychologiquement parlant. Plus généralement, la conclusion esquisse toute une série d'interrogations passionnantes, touchant par exemple aux systèmes de décodage alternatifs utilisés par les autocrates, aux dispositifs de signalisation et aux mécanismes d'auto-évaluation plus ou moins sophistiqués, feedback réaliste ou illusion narcissique, dont font usage les négociateurs de premier rang, ou encore aux vertus de la diplomate taille privée. Au total, une vraie lecture stimulante. Jérôme Marchand, La France du djihad, ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l'enfer. Depuis 2012 et la prise de contrôle par les rebelles de plusieurs postes frontières, l'afflux de combattants étrangers n'a cessé d'augmenter en Syrie. À la fin 2014, près de 15 000 personnes ont ainsi rejoint les rangs de l'opposition à Bachar al-Assad, dont environ 3 000 occidentaux. Parmi ces derniers, les Français sont les plus nombreux. D'après les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur en novembre 2014, plus de 1000 ressortissants français étaient alors impliqués dans les filières syriennes. Les deux ouvrages présentés ici apportent des éclairages complémentaires sur ce phénomène inquiétant. Le premier est l'œuvre de deux journalistes d'investigation, François Vignol et Azzedine Ahmed Chaouch. Il met l'accent sur la dimension sécuritaire du djihad syrien. On nous y présente les « nouveaux Mehras » et autres « petits soldats d'Allah » qui, radicalisés très rapidement par le biais des réseaux sociaux, ont quitté précipitamment la France pour combattre aux côtés de l'État islamique. Certains d'entre eux rêvent de revenir en Europe pour y commettre des attentats. La diversité des profils de ces « djihadistes made in France » est frappante. La proportion de convertis est élevée, probablement supérieure à 20%. Celle des femmes avoisine également les 20%. La part des individus connus des services de police avant leur départ est significative, mais ils ne sont pas majoritaires. Parmi les Français qui sont morts en Syrie, les 2/3 avaient un casier judiciaire vierge. Et parmi ces derniers, certains avaient fait de bonnes études. La dernière phrase de l'ouvrage, citation d'un avocat, résume la teneur générale du livre. Lorsqu'on commence à avoir peur de ses enfants, on peut craindre pour l'avenir de son pays. L'ouvrage de Dounia Bouzar est très différent. Il se focalise sur des parents qui n'avaient pas peur de leurs enfants, ont été confrontés à un processus d'endoctrinement brutal, et déploient des efforts incommensurables pour les ramener à la raison, et à la maison. Beaucoup de ces enfants sont des adolescentes qui, dans une période de faiblesse consécutive à un deuil, ont été séduites par la rhétorique des djihadistes. À force de conversations sur Facebook, elles ont décidé de partir en Syrie où certaines d'entre elles ont épousé des combattants. Le désarroi et l'abnégation des parents sont émouvants. Des termes très forts sont employés. Mères orphelines, kidnapping moral, anesthésie affective, etc. Pour l'auteur, le processus qui a conduit les enfants à se séparer de leurs parents s'apparente à une emprise sectaire. En l'occurrence, le principal gourou serait le chef de la branche francophone de Jabhat al-Nosra. Pour désendoctriner ces adolescentes, il faudrait se situer non dans le registre de la rationalité ou dans celui de la théologie, mais dans celui des émotions. On comprend à la lecture de ces deux ouvrages la complexité de la situation pour les autorités françaises. Les adolescentes décrites par Bouzar semblent plus à des victimes qu'à de dangereux terroristes. D'autres individus ayant rejoint le djihad syrien sont, en revanche, une menace réelle pour l'Europe, comme l'illustre le cas de Mehdi Nemmouche. En l'absence de méthode scientifique séparant le bon grain de l'ivraie, il appartient au juge de trancher, au cas par cas, Marc Ecker. Cliquez sur « I » en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par IA.